Bonsoir, je suis ravi de vous accueillir pour une nouvelle émission de 28 minutes. Alors bien sûr, si l'été a du mal à apparaître dans certains coins de France, eh bien c'est normal, figurez-vous, puisque le soleil s'est arrêté sur Arte. Alors un conseil, profitez-en. Voilà. Allez, notre débat du jour porte sur la relance économique. Hier, le FMI a publié ses prévisions de croissance mondiale et mise sur une reprise plus rapide que prévu dans les pays les plus riches. Pourtant, la multiplication des variants vient contrarier les scénarios d'une fin rapide de la pandémie. La reprise de l'économie de la zone euro est en bonne voie. Mais la pandémie continue de jeter une ombre. D'autant que le variant Delta constitue une source croissante d'incertitude. Alors, peut-on vraiment faire confiance aux prévisions face aux incertitudes sanitaires? Le gouvernement devra-t-il prolonger le quoi qu'il en coûte pour empêcher les entreprises de sombrer? Nous en débattrons. En fin d'émission, nous recevrons ceux qui, sans prévision, vivent au jour le jour, se nourrissant d'eau minérale et de chroniques, à savoir Paola Poari et Victor de Quiver. Bonsoir à vous. Bonsoir Jean-Mathieu. Bonsoir Jean-Mathieu. Alors au programme ce soir, Paola. Alors au programme ce soir, une déclaration surprenante. C'est le patron de Philip Morris qui annonce bientôt un monde sans tabac. Dans 10 ans, il arrêterait de commercialiser des cigarettes. On aimerait croire à la bonne nouvelle. Ah, oui. Et vous, Victor? Quel est le point commun entre Charles Trenet, la petite sirène et le cannibalisme? Allez, je vous donne un indice, on prend le large ce soir. La réponse tout à l'heure. Eh bien oui, on a hâte, en tout cas, on vous retrouve en fin d'émission. Mais avant ça, comment vivre dans un monde où chaque mot, chaque phrase est difficile à comprendre? Longtemps, Zayatel ne savait pas quel mal la frappait. Difficultés scolaires, un monde adulte qui ne la comprend pas. Elle ne sait alors ni lire ni écrire, elle se croit même idiote. En fait, elle est juste dyslexique. Diagnostiquée sur le tard, elle témoigne de ce désordre et de son parcours dans Dyslexie, mon amour, l'histoire d'une femme qui s'accepte. Et pour m'accompagner ce soir, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Anna Ndiaye, bonsoir. Bonsoir Jean-Mathieu. Et Anne Rosincher, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes toujours directrice déléguée de l'Express. Et tout à fait. Voilà, mercredi. Et bonsoir à vous, Zayatel. Bonsoir. Vous publiez donc Dyslexie, mon amour, c'est aux éditions Michalon. Oui. Je l'ai dit, alors, dans le titre, en effet, c'est sur votre parcours de dyslexique. Comment avez-vous écrit ce livre, tout simplement ? Alors, par une belle rencontre, c'est que j'ai la chance d'avoir dans ma famille Julie Clarisse, qui est journaliste au Parisien. D'accord. Et puis, un jour, à la réunion de famille, j'ai commencé un peu à lui expliquer mon histoire. Et elle m'a dit, mais Zaya, c'est fabuleux, j'aimerais écrire ton histoire. Et puis, on est parti dans cette aventure et c'était intéressant parce que moi, je voulais vraiment que ce soit mes mots et qu'elle soit que la main qui écrit mes mots. Voilà, je voulais rester vraiment dans cette droiture de pouvoir mettre mes mots, mais les voir écrits. Donc c'était quelque chose qui était important pour moi. On a mis à peu près 4 ans pour écrire le livre. Pour écrire le livre. Eh bien, écoutez, on va en apprendre un peu plus sur vous grâce à votre portrait. Et c'est la règle de 3 et elle est signée Olivier Boucreux. Dyslexie, adaptation et confiance, c'est la règle de 3 de Zayatel. Née à Roubaix il y a 53 ans dans une famille nombreuse, la petite Zaya est dyslexique depuis l'enfance, mais il faudra attendre l'âge de 26 ans pour qu'elle soit enfin diagnostiquée par une orthophoniste. Ses parents harkis et analphabètes n'ont pas les moyens de comprendre l'origine de son illettrisme. Ses enseignants, eux, lui collent une étiquette de feignante. Moi-même, je me suis sabordée, c'est-à-dire que d'un seul coup, je me suis emprisonnée derrière les mots des adultes et j'ai pas fait confiance à la petite fille que j'étais. Avant de s'accepter et de pouvoir un jour écrire ces mots, Dyslexie, mon amour, il lui faudra s'adapter. Pas le choix pour avancer, la petite Zaya apprend très vite à tricher. Pour l'autocorrection de ses dictées, par exemple, elle met le capuchon rouge à la place du bleu, ses fautes disparaissent et son instit n'y voit que du feu. Je vous rappelle que le dyslexique est par définition un enfant intelligent. Elle quitte l'école sans aucun diplôme et réussit toujours par la ruse à devenir agent de service hospitalier. L'adaptation ultime viendra plus tard comme une libération. Plutôt qu'un handicap, elle fera de sa dyslexie une force. Aujourd'hui, Zayatel ne triche plus, elle peut lire. Pour écrire, elle se fait aider par son mari, ses filles et le dictaphone de son téléphone. Avec la sophrologie, méthode psychocorporelle apprise auprès du formateur Christian Gagnère, elle retrouve confiance en elle et met de l'estime sur ses mots. Que ce soit en école maternelle, en centre social, au lycée ou en entreprise, elle travaille pour tous, dyslexiques ou non. Et on expire, mais on va tout doucement accompagner le mouvement de la tête. Le menton toucher le haut de la poitrine, on lâche, expire par la bouche. Elle a fondé l'association À cœur d'apprendre pour offrir aux autres les leçons de son expérience. Voilà, Zayatel, dans votre livre Dyslexie, mon amour, vous racontez votre parcours. Vous avez été diagnostiqué seulement
à 26 ans. Oui. 26 ans. À quoi ressemblait justement votre vie avant ça? À un cauchemar, parce qu'en fin de compte, j'avais peur le matin et j'avais peur le soir, parce qu'en fin de compte, il fallait toujours pas faire voir que je ne savais pas lire et écrire. Donc, il fallait toujours encore continuer le système de tricherie, voilà. Donc, ça demandait beaucoup d'efforts et ça demandait beaucoup d'énergie. Et notamment à l'école? À l'école. Comment faisiez-vous à l'école? À l'école, j'ai triché. Oui, En fin de compte, j'ai pu développer ma dyslexie, et c'est pour ça qu'elle s'appelle Amour, m'a permis de mettre des stratégies. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à observer, à voir des copines qui n'arrivaient pas trop à prendre les devoirs. Donc, moi, c'était pour moi quelque chose de très facile. Et donc, j'ai arrivé à me mettre à côté et tricher et donner les mots. Voilà. J'ai vraiment développé... Un instinct de survie, en fait. Oui, voilà, tout à fait. C'est vraiment ça. Tout à fait. Il y a juste une phrase moi, qui m'a marqué dans votre livre, c'est vous dites que vous avez tellement fui le moment présent que votre cerveau n'arrive plus à distinguer le réel de l'imaginaire. Voilà, tout à fait. Parce que ça a été une réalité, parce que quand on se crée, en fin de compte, moi je me créais toujours des images futures, parce que moi j'avais hâte de vieillir. J'avais hâte de vieillir, parce que je me disais quand je serais vieille, j'aurais plus besoin de mettre toutes ces stratégies. Et donc, j'étais toujours à jamais être dans le présent et d'un seul coup, de se rappeler qu'est-ce qui est vrai et pas vrai, en sachant que le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Si moi, je pense quelque chose, mon cerveau me ramène émotionnellement comme si c'était vrai, la situation. Donc ça, c'est important de le savoir. Sinon, à l'époque, je ne le savais pas. Bien sûr. Donc, c'est tout un système cérébral et corporel que j'ai appris justement à poser. Mais maintenant, à faire la part des choses entre le vrai et l'imaginaire. Oui. Anne? Oui, dans votre scolarité, il y a un professeur dont on voit qu'il avait probablement compris ce qui se passait en 6e, je crois, oui, et qui vous a recommandé d'aller voir un orthophoniste. Et là, c'est votre père qui s'y opposait. Est-ce que vous avez compris d'où venaient ces réticences? Alors ici, en fin de compte, je pense, mon père ne comprenait pas. En fin de compte, d'un seul coup, pour lui, il voulait m'aider. Voilà. Et comme on ne lui avait pas expliqué c'était quoi à l'époque orthophoniste, donc lui, il a été dans le système de dire je vais lui faire gagner du temps, donc peut-être la mettre dans une école privée. Peut-être qu'elle va apprendre mieux. Voilà. C'était vraiment son regard de parent qui voulait protéger sa fille. Mais qui n'arrivait pas à comprendre pourquoi dyslexique, pourquoi orthophoniste, parce qu'on n'avait pas dit dyslexique. Mais quand c'est un peu complexe. Oui. D'accord. Voilà. Alors Anna, on va voir avec vous que l'éducation nationale a beaucoup progressé et détecte mieux d'ailleurs les enfants qui connaissent les mêmes problèmes que vous, Zaya. Oui, tout à fait. Ce qu'on appelle les troubles DYS, DYS pour dyslexique ou dysorthographique par exemple, n'ont plus de secret pour les professionnels de l'éducation. On les détecte mieux, ces troubles, et plus rapidement. Cela permet notamment une prise en charge plus adaptée. Les parents se voient orientés vers des professionnels, orthophonistes, psychologues et parfois même neurologues. On considère qu'un enfant sur 20 sera diagnostiqué d'un trouble du neurodéveloppement au cours de sa scolarité. Et le Code de l'éducation prévoit même une prise en charge particulière pour ces élèves, de la rééducation, de l'aménagement du contenu et du rythme de l'enseignement, et bien sûr l'adaptation des examens. Mais certains parents se sentent quand même un petit peu seuls au sein de l'école publique et cherchent du côté du privé. Et donc, à la rentrée prochaine, une 3e école spécialisée dans la prise en charge des élèves 10, des YS, ouvrira en région parisienne. L'une de ses spécificités, c'est que chaque élève bénéficie d'un ordinateur portable et d'un accompagnement paramédical dans le but de placer l'enfant dans le cadre le moins anxiogène possible. Alors, Zayatel, l'éducation nationale a progressé malgré toutes ces dernières années. Est-ce que vous auriez aimé intégrer ce type d'école? Oui, en effet. Je pense qu'aujourd'hui, la dyslexie, elle n'est pas vue comme un handicap. Voilà, c'est aussi de dire à un enfant, c'est une autre forme d'intelligence et justement de donner les outils aux enfants pour qu'ils puissent avancer beaucoup plus vite. Je trouve que c'est super. Et oui, j'aurais aimé. Aujourd'hui, je vais dire votre âge, vous avez 53 ans, oui, Zayatel. Oui. Est-ce que vous savez lire et écrire aujourd'hui? Alors, je sais lire, écrire. Oh là là, c'est tard. Mais vraiment, si vous me donnez à dicter une phrase, mais vous n'allez pas pouvoir la lire parce que moi, je vais la comprendre, mais vous n'allez pas pouvoir comprendre ma phrase. Alors oui, c'est toujours quelque chose que je ne sais pas faire, mais que j'ai plus honte.
Parce qu'en fin de compte, aujourd'hui, j'ai plus envie de perdre du temps à vouloir apprendre à écrire. J'ai beaucoup de choses à manger et aller plus vite, qui fait qu'aujourd'hui, il y a les dictaphones, il y a cette facilité, et puis je le dis plus facilement. Peut-être pour nos téléspectateurs qui ne seraient pas familiers avec ce trouble, qu'est-ce que ça veut dire que la dyslexie? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voyez, vous, quand vous voulez écrire, que nous ne voyons pas quand on n'est pas dyslexique? Oui. Par exemple, si vous me dites voiture, vous allez voir la voiture écrire. Oui. Moi, je veux voir la voiture en 3D. En haut, en bas, sur les côtés, la forme, le volume et la couleur. Mais les lettres, l'enchaînement des lettres? Non, impossible. C'est un trou noir. D'accord. Voilà, c'est ça. C'est ça le mécanisme. Au quotidien, cette difficulté de ne pas savoir écrire, c'est comment on le vit, justement? Est-ce que c'est quelque chose de particulièrement compliqué aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, pour moi, c'est facile parce que je l'ai intégré. C'est ma force. C'est comme si, aujourd'hui, j'ai tellement confiance à qui je suis en tant qu'individu que j'ai plus honte. Vous voyez? Et c'est en fin de compte de ne pas avoir honte. De pouvoir dire, c'est ma force. Ce titre, alors il est assez étonnant quand même, parce que c'est vrai que moi, quand on m'a donné le livre, je pense à toute l'équipe, au départ, Dyslexie, mon amour. C'est étonnant d'intituler votre livre ainsi. Alors, je vais rendre à César ce qui est à César. C'est Yves Michalon. L'éditeur. On s'est rencontrés et on n'avait pas de titre. Voilà. Toujours le même problème. Voilà. Et en discutant, on a appris à se connaître. Et un jour, il m'a appelé, il m'a dit « J'ai un titre à vous proposer, Dyslexie, mon amour ». Et il m'a dit, en fin de compte, quand vous parlez de votre dyslexie, vous en parlez avec amour, avec les yeux qui brillent, quelque chose qui est fort. Et je voyais que ça. Et puis moi, ça m'a tout de suite parlé. Et je lui ai dit oui. Ah, oui. Parce qu'elle vous a permis, en fait, de faire d'une faiblesse une force. C'est ce que vous expliquez. C'est-à-dire d'imaginer des stratégies qui vous ont rendu plus forte et qui vous ont fait surmonter au-delà de ce que vous pouviez imaginer. Parce que j'ai mis la valeur à cette difficulté. Et qui fait qu'aujourd'hui, c'est ma force. Si je n'avais pas eu ce que j'ai vécu, je ne serais pas aujourd'hui devant vous. Donc, quelque part, d'un seul coup, je lui mets de l'importance à ce passé que j'ai vécu négatif. Je le regarde avec un regard bienveillant. Donc, aujourd'hui, c'est ma force dans ce que je fais. Donc, aujourd'hui, aux parents qui sont confrontés à ce problème pour leurs enfants, vous leur dites ce n'est pas une fatalité? Non, non. C'est de mettre de la valeur à l'enfant. Pour moi, pour avoir des jeunes dyslexiques qui viennent me voir, je leur dis, mais tu n'es pas là parce que tu as un problème, tu es là parce que tu n'as pas vu tout ce que tu peux faire. Donc moi, c'est ça qui va m'intéresser. Et je pense que c'est ça, un dyslexique. Il faut enlever l'handicap et dire un dyslexie, c'est ta force parce que tu as développé d'autres formes d'intelligence. Donc on va défocaliser et puis on va voir autre chose. C'est le message en tout cas qu'on retiendra. Merci beaucoup en tout Merci cas, à vous. Zayatel, d'être passé ce soir dans 28 minutes. Votre livre Dyslexie, mon amour est publié aux éditions Michalon. Passons maintenant à notre débat. Il y a un an, l'Europe se montrait optimiste sur l'après-Covid en votant un plan de relance de 750 milliards pour accompagner la reprise économique à la rentrée. Mais le variant Delta vient perturber ces belles prévisions. Alors le gouvernement devra-t-il continuer le quoi qu'il en coûte et maintenir les aides aux entreprises? Comment retrouver la confiance des consommateurs et des investisseurs alors que l'avenir est incertain? Nous en débattrons juste après la mise au point d'Amira Swilem. Alors que la reprise économique semblait pointer le bout de son nez, il est venu semer la zizanie. Le fameux variant Delta donne des sueurs froides aux grands patrons et aux dirigeants de la planète. La reprise de l'économie de la zone euro est en bonne voie. De plus en plus de personnes se font vacciner, mais la pandémie continue de jeter une ombre. D'autant que le variant Delta constitue une source croissante d'incertitude. Face au déferlement du nouveau variant, l'État a réagi en mettant en place le pass sanitaire. Conséquence immédiate sur l'industrie des loisirs, entre 20 et 70% de visiteurs en moins dans les parcs d'attractions. Pareil dans les cinémas, moins 70% par rapport à la semaine précédente. On voit vraiment que le pass sanitaire a freiné en fait cette envie des Français de revenir au cinéma. On a joué le jeu, on a mis tout ça en place avec du personnel dédié, avec tout ça. Mais oui, on s'y attendait, mais peut-être on ne s'attend jamais vraiment au pire comme ça. Alors que les Français n'ont jamais accumulé autant d'épargne, ils hésitent encore à dépenser à cause de l'incertitude sanitaire. Du coup, le gouvernement qui prévoyait d'arrêter les aides aux entreprises à la fin de l'été doit ajuster sa copie. Le « quoi qu'il en coûte » va nous coûter encore plus cher.
Nous sommes toujours là, nous l'avons été depuis le premier jour de la crise, il y a maintenant 14 mois. Je recevrai l'ensemble des secteurs auxquels un pass sanitaire est imposé. Et nous prendrons les décisions nécessaires pour les aider. Il n'est pas question d'abandonner qui que ce soit dans cette crise. Jusqu'à quand l'État pourra-t-il maintenir les entreprises sous perfusion? La 4e vague de la pandémie va-t-elle tuer la relance économique? Voilà, et pour en parler ce soir, nous recevons Anne-Sophie Alsif. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef économiste du Bureau d'information et de prévision économique. Et selon vous, les acteurs de l'économie reprennent confiance grâce à la vaccination. Le risque sanitaire pèse plutôt sur l'année prochaine, dites-vous. Si de nouvelles vagues frappaient des gens déjà vaccinés, cela pourrait tout arrêter. À vos côtés, Dominique Seux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur délégué de la rédaction des Échos, éditorialiste à France Inter. À vos yeux, à l'approche de la présidentielle, bien sûr, Emmanuel Macron n'est pas prêt de refermer le portefeuille. Il va continuer le soutien aux entreprises et le budget 2022 sera encore largement déficitaire. On n'est pas encore passé du « quoi qu'il en coûte » au combien ça coûte. Et puis Xavier Jaravel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste et professeur à London School of Economy. Vous êtes lauréat du prix 2021 du meilleur jeune économiste. D'après vous, la pénurie de vaccins dans les pays en voie de développement pourrait produire un retour de bâton chez nous avec l'apparition de nouveaux variants résistants et une 5e voire 6e vague qui compromettrait la reprise dans notre pays. Et pour entamer notre débat, c'est avec vous, Anna, et la question en 28 secondes. Oui, tout à fait. Alors, c'est une question de Paul Brachet. Quand l'économie française retrouvera-t-elle son niveau d'avant la pandémie? Donc, en 2020, le PIB a reculé de 8,3%. Xavier Jaravel, quand va-t-on retrouver une croissance positive? Écoutez, il y a plusieurs estimations d'instituts qui font référence. Pour ma part, je dirais que l'enjeu, c'est de voir à plus long terme. C'est-à-dire que probablement qu'on retrouvera le niveau pré-pandémie, début 2022 ou fin 2021, ça dépend, ça varie, ça dépend aussi de la manière dont on mesure. Mais l'enjeu, c'est de voir plus loin, c'est-à-dire qu'il faut aussi rattraper la tendance sur laquelle on était. Et en fait, ça, quand on regarde, on voit que ça ne se produira pas avant 2025, si on regarde les estimations de l'INSEE ou du Trésor. Le rythme de production de richesse qu'on avait avant la pandémie, pas seulement... En fait, le rythme, il va être beaucoup plus élevé pendant assez longtemps. C'est-à-dire qu'on va avoir 6%, 5%, 4% de croissance. Et après, on va revenir à la trajectoire qu'on aurait eue sans la crise. Donc, on tombe et on rebondit. Et donc, ça veut dire qu'on a toute une période en fait, où on va accompagner l'économie, on va avoir des plans de relance ou d'investissement. Il va falloir investir cela d'une manière judicieuse, précisément pour préparer cette après-crise qui vient finalement dans assez longtemps. Alors, on va voir quand même que les prévisions sont assez optimistes et c'est votre chiffre du jour, Anne. Oui, exactement, 6%, puisque c'est le taux de croissance sur lequel table désormais le FMI pour 2021, après avoir revu hier ses prévisions à la hausse. Alors, pour détailler un peu ce chiffre, on peut préciser que l'optimisme du Fonds monétaire international est proportionnel en fait au taux de vaccination des pays. Plus les pays ont un taux de vaccination élevé et plus on leur prédit une forte reprise. Mais globalement, sur ce 6%, Anne-Sophie Alsif, est-ce que vous pensez que c'est une prévision cohérente, sensée? Est-ce qu'elle vous paraît élevée, pas élevée? Dites-nous. Non, elle me paraît tout à fait sensée. C'est vrai qu'ils ont revu à la hausse de nombreuses fois. Il faut se rappeler qu'au début de la pandémie, là c'est aussi assez intéressant, le FMI était très catastrophiste en se disant qu'on pouvait avoir une récession de moins 10, moins 15%. Et pourquoi ils sont devenus optimistes au fur et à mesure? Alors ils sont devenus optimistes parce qu'il y a toujours un effet assez anxiogène quand vous avez une crise, surtout que vous ne connaissez pas. Donc vous dites attention, il va y avoir un arrêt total. Donc il faut regarder comme si tous les secteurs étaient à l'arrêt, donc l'impact va être colossal. Ce que l'on avait moins anticipé, c'est quand même le très fort rebond en Chine, puisque la Chine n'a pas été en récession l'année dernière, plus de 2%. Cette année, on attend 8,5%, malgré un taux de vaccination assez faible. Pour la Chine. Donc là, on voit qu'au niveau de cette corrélation, ça s'applique à beaucoup de pays, mais c'est vrai que la Chine vraiment connaît un boom économique. Alors pourquoi? Parce qu'il y a cette fameuse spécialisation sectorielle, comme l'économie repart partout pareil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Chine est très spécialisée dans tout ce qui est exportation de biens manufacturiers. Donc voilà, vous voulez construire votre maison, vous voulez acheter voilà, je sais pas, une cafetière ou autre, un ordinateur, cela est fait en Chine, et donc vous avez ce bond colossal, et donc la Chine en profite beaucoup de la demande, et la Chine en profite beaucoup. Alors tout de même, Dominique Seux, on est très optimiste, c'est formidable, mais il va quand même y avoir des conséquences économiques, non, à cette crise sanitaire? Elle a déjà des conséquences. Vous savez, des dizaines de millions de personnes ont perdu leur emploi depuis le printemps 2020. Alors en France,
il y a eu des conséquences. On parle tous les jours évidemment des restaurants, des cafés, etc. Et notamment la quatrième vague, là, elle pourrait... Et alors, la question de la quatrième vague, ça dépend de la vitesse de la vaccination, mais on voit bien qu'on entend ces jours-ci parler de cinémas qui ont finalement moins d'activité à cause du pass sanitaire. Cinéma, festival également. Absolument. Alors, est-ce que ça va avoir un effet macroéconomique? Moi, je reste plutôt optimiste. C'est-à-dire dans les chiffres globaux. Sectoriellement, il pourrait y avoir des effets, mais ça n'impacterait pas trop le chiffre global pour la France. Quelle que soit la valeur, et on les aime tous, du secteur de la culture, des cinémas, ça, économiquement, ça ne pèse pas très lourd. Et le reste de l'économie fonctionne relativement bien aujourd'hui. Alors ça dépend naturellement de la course entre le variant et le vaccin. Pour l'instant, le vaccin va vite. Depuis le 12 juillet, à l'intervention d'Emmanuel Macron, on a ce qu'on appelle une valeur performative de la parole présidentielle. Il parle et ça a des effets, mais le variant va très vite. Qui va gagner dans cette course? On a le sentiment que le variant est en train de gagner un petit peu, mais de peu. Donc nous avons une quatrième vague, mais elle ne produira pas des effets aussi désastreux, et fort heureusement, que les fois précédentes. Justement, Xavier Jaravel, juste parce que ça demande quasiment de devenir épidémiologiste, d'être économiste en ce moment, parce que vous le disiez, tout dépend un petit peu de ces résultats de course entre variants et quatrième vague, cinquième vague, etc. Comment vous faites dans ces cas-là pour réussir à faire vos prévisions quand vous en faites? Écoutez, là, en fait, on voit bien que l'enjeu central, il est cette course entre la vaccination et les variants, elle est plutôt gagnée dans les pays développés, en France. Oui. On a des au Royaume-Uni, beaucoup. Au Royaume-Uni, taux de vaccination élevé en France. En revanche, dans les pays développés, ce n'est pas du tout le cas, et vous l'évoquiez tout à l'heure. En développement, oui. Les pays en développement, les pays émergents. Et donc, un enjeu énorme, c'est celui-ci, c'est de vacciner le monde. Et là, il n'y a pas de valeur performative. Il y a un travail énorme à accomplir qui a été commencé avec un dispositif qui s'appelle COVAX, qui a été mis en place notamment à l'initiative de la France l'année dernière. C'est un partage des vaccins avec les pays les plus pauvres. Exactement, partage des vaccins avec les pays les plus pauvres. Pas de production des vaccins, que partage. Et en fait, c'est un peu ça tout l'enjeu. C'est-à-dire qu'on a plutôt réussi à atteindre l'objectif initial de ce dispositif, mais le rythme est assez lent. Ça permet de toucher les soignants, les populations vulnérables dans les pays émergents. Ça ne permet pas du tout d'atteindre l'immunité collective. Et donc, tant qu'on n'a pas ça, on aura potentiellement, vous l'évoquez, une 5e, 6e, 7e vague. Et le dispositif, c'est que 10 milliards d'euros, pour vous donner une idée, sachant qu'on a dépensé collectivement dans les pays développés environ 100 fois plus, ou 300 fois plus pour le soutien à l'économie. Donc, il y a un dispositif qui est vraiment sous-dimensionné. Oui. Voilà. Rapidement, Dominique Seux. Oui, à la fin de la semaine, il y aura eu 4 milliards de doses injectées dans des bras. Oui. Donc 4 milliards dans le monde entier. Donc c'est pas mal. Mais quand on regarde de plus près, c'est beaucoup la Chine, 1,5 milliard, et les pays occidentaux, 1 milliard. Et le reste, les pays émergents, l'Indonésie, l'Égypte, c'est à peu près 10% de la population. Et les pays très pauvres, vous avez 1% de la population, on pense au Niger, on pense notamment à l'Afrique, principalement, et c'est 1% de la population seulement. Donc il y a un écart phénoménal, et évidemment, ça risque sur les années qui viennent de provoquer d'autres vagues qui viendront. Donc on a un monde fragmenté. Pour revenir à la situation française et à la reprise, il y a beaucoup qui dépend de l'épargne. Je crois qu'on a un niveau record de 160 milliards d'euros d'épargne en ce moment. À quoi ça va être dû que cet argent est dépensé ou pas pas tout, mais en partie dans les mois qui viennent? Alors c'est vraiment la confiance de se dire que le vaccin justement fonctionne et que si on est vacciné, on ne va pas retourner dans des vagues successives. Parce que comme on l'a dit, le problème, ce n'est pas les vagues, c'est les impacts économiques. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des gens contaminés, mais si le nombre de personnes en réanimation reste assez maîtrisé et donc il n'y aura pas de mesures économiques confiscatoires, eh bien en fait le pari, on va dire, économique est gagné. Donc c'est vrai que cette épargne aujourd'hui utilisée vraiment à la consommation intérieure, qui est vraiment le premier vecteur de la reprise, et le gouvernement mise énormément là-dessus. Que les Français consomment, aient confiance, ne gardent pas justement cette épargne sur leur livret qui n'est pas productif, finance les entreprises si ça ce serait le mieux, et puis aussi fait tout ce qui est rénovation énergétique avec tout ce qui est transition écologique, ça c'est vraiment très important. Oui, pour l'instant ça ne marche pas.
Ah, attention, hein, en concernant le secteur automobile, ça a très bien marché. Hein. On avait une prime de plus de 7 000 €. Oui. C'était l'une des primes les plus importantes. Ça a permis d'augmenter énormément les ventes de voitures électriques et hybrides. Donc on voit ce genre de secteur fonctionne. Tout ce qui est rénovation énergétique aussi fonctionne assez bien dans le secteur. On le voit d'ailleurs du bâtiment, de la construction, avec des pénuries aussi qu'on connaît et des problèmes inflationnistes sur certains matériaux de construction. Donc en effet, ça marche en fonction des secteurs et ça permet vraiment d'avoir une forte reprise, de désépargner et puis là aussi d'avoir une production qui est fiable à moyen long terme dans ces secteurs-là. Alors justement, pour nous aider à aller un peu plus loin, on va ouvrir notre placard à archives, notre archive du jour qui nous ramène en 2003. Elle nous rappelle que le monde a déjà connu des crises économiques provoquées par des épidémies. Il y a 18 ans, donc c'était le SRAS qui mettait l'économie asiatique à genoux. Un trafic qui reprend lentement dans les rues de Pékin à mesure que les cas de SRAS commencent à baisser. Mais des hôtels pratiquement vides comme celui-ci. La confiance est loin de régner, entre 80 et 90% de baisse de fréquentation. 60% de touristes en moins dans la capitale. Des commerces de luxe d'habitude très appréciés des visiteurs chinois entièrement désertés. Les chiffres d'affaires de ces magasins sont en chute libre. Dans cette fabrique de pièces détachées pour robots industriels, l'impératif était de garder la confiance des 1300 employés. Le port d'un masque chirurgical est donc obligatoire, comme la prise de température à l'arrivée, et l'entreprise s'occupe du transport de ses ouvriers. Si on ne peut pas contrôler la maladie et si elle se propage dans d'autres provinces, cela va toucher les investissements, surtout étrangers. Voilà, nous étions en 2003, on ne parlait pas encore de Covid à l'époque, Covid-19, là c'était le SRAS. Xavier Jaravel, est-ce qu'on a tiré des leçons de ça, de cette reprise, de comment reprendre après une épidémie? En vérité, c'est surtout les pays asiatiques qui ont tiré des leçons, qui avaient des dispositifs prêts à déployer. Et donc effectivement, nous on était plutôt en retard de ce point de vue-là. Mais malgré les difficultés des débuts, on voit qu'on a réussi à lancer la campagne vaccinale, tout ça s'est bien passé. Et à nouveau, je pense que l'enjeu central, c'est la vaccination du monde et que donc on peut espérer tirer de cette crise des leçons sur précisément ce type de dispositif pour pouvoir distribuer les vaccins à grande échelle. Dominique Seux, quand même, est-ce qu'il n'y a pas eu une efficacité du quoi qu'il en coûte dans la mesure où il y a eu des amortisseurs énormes et on le voit pour le chômage, là, de façon assez surprenante, il n'a pas augmenté alors qu'on s'attendait quand même tous à une catastrophe sociale au début de la pandémie. Vous avez entièrement raison, c'est-à-dire une efficacité considérable du quoi qu'il en coûte. C'est vrai que les économistes, d'une manière générale, peuvent se dire non mais tout ce à quoi on croyait depuis des années et qu'on enseignait pour certains, qu'on entendait, tout ça c'était du vent, c'était du pipeau total, de la flûte. Désolé, désolé pour vous. L'équilibre des finances publiques, la rigueur, etc. On a l'impression que ça a été jeté par la fenêtre. Donc on est complètement dans un autre univers. Alors naturellement, les économistes et ceux qui suivent l'économie se disent attention, il y aura des cordes de rappel et ça va mal finir. Réalité. Mais on ne sait jamais quand ça va mal finir. Non. Pour répondre sérieusement, effectivement, les revenus ont été garantis. Le pouvoir d'achat en 2020 des Français a augmenté. C'est quand même inouï, ça. Il a augmenté d'environ 1%. C'est absolument considérable. Et puis les entreprises, elles, ont été aidées. La grande question, c'est... Enfin, l'explication, on la connaît. Et le chômage aurait baissé de 15% en un an. Et le chômage, effectivement, alors il est élevé en France, il est particulièrement élevé en France, mais effectivement, il n'a pas flambé. Souvenez-vous, on avait dit il y aura 800 000 destructions d'emplois. Ben, on en a vu 200 000 et une partie a déjà été récupérée. Donc on est dans un monde totalement extraordinaire. Il y aura quand même des cordes de rappel, parce que c'est la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne qui permet de financer tout ça. Donc on est dans un monde complètement hors norme. Tant qu'il n'y a pas d'inflation qui sort des tuyaux, ça peut continuer comme ça. Mais est-ce que ça va continuer longtemps? On ne sait pas très très bien. Selon la formule classique, nous n'avons jamais été aussi près de la prochaine crise financière. Xavier Jaravel, je voulais quand même amicalement m'inscrire un peu en faux avec la remarque tout à l'heure de Dominique Seux, parce qu'effectivement c'est important pour le débat public qu'on comprenne ce point simple, qui est qu'il y a eu une chute exceptionnelle du PIB, une crise d'une gravité sans précédent, et donc il y a eu une réponse exceptionnelle. Mais vous auriez posé la question à des économistes ou autres il y a 4-5 ans, ils vous auraient dit évidemment on va faire tout cela. Et donc c'est important, il me semble, de ne pas laisser entendre qu'on est parti dans une direction incontrôlée ou qu'on change de paradigme comme on change de chemise. Parce qu'après, on perd la confiance. Et là, en France, il y a cette question quand même importante de garder la confiance avec les décideurs, avec les économistes, avec les scientifiques. Et donc ce problème me paraît important, notamment sur les questions de finances publiques. Et puis, effectivement, il y a eu la chute des faillites. Donc on est allé très très loin, très fort. Et il faudra savoir retirer les dispositifs de manière appropriée.
Alors, Anne, on va voir aussi que, même s'il y a de la confiance, un peu d'optimisme, le gouvernement marche sur des œufs tout de même. En tout cas, le quoi qu'il en coûte a d'ores et déjà un étiage. Pour l'instant, en France, c'est 74 milliards d'euros d'aide en tout genre qui ont été dépensés depuis le début de la pandémie. Alors, la question qui se pose, bien sûr, c'est dans quelle proportion est-ce que cette dépense publique va être prolongée. Je vous propose qu'on écoute pour cela la ministre déléguée en charge de l'industrie, Agnès Pannier-Runacher, qui était au micro de LCI ce matin. Les entreprises, elles sont évidemment accompagnées dans un premier temps. On a évidemment cette écoute. Par ailleurs, elles sont accompagnées financièrement. Bruno Le Maire l'a redit. Nous allons accompagner les entreprises financièrement jusqu'au 30 août. Le 30 août, nous faisons le point depuis le début de la crise. À aucun moment, le gouvernement a laissé tomber les entreprises. Anne-Sophie Alsif, alors en effet, on parlait tout à l'heure de tout ce qu'on disait avant la pandémie. On disait notamment il n'y a pas d'argent magique. Mais en fait, on a l'impression qu'il y en a finalement. Est-ce que les aides vont continuer comme ça à pouvoir être fournies dans les mois qui viennent? Alors bien sûr, ça va dépendre toujours du contexte sanitaire. L'idée, c'est de pas que des secteurs chutent. Alors bien, on pense vraiment à l'hôtellerie, la restauration, la culture, le secteur aérien qui ont déjà été très touchés. Donc si il y a une 4e vague qui explique et qui dit qu'il y aura des fermetures, eh bien il y aura du soutien, ça je pense que ça continuera, mais l'idée c'est qu'il faut aussi tenir au niveau européen. C'est vrai qu'il y a eu un plan de 750 milliards décidé au niveau européen pour justement aider tous les pays. Donc tous les pays se sont mis d'accord en disant qu'il fallait justement une politique monétaire et budgétaire exceptionnelle, mais attention, déjà l'Allemagne a commencé à dire qu'il n'y aurait pas un second plan de relance, parce que la France pouvait être un petit peu dans cette mouvance, voilà. Donc ça c'est exclu, et de dire, bien voilà, on a mis tout cet argent, maintenant il faut un plan de relance. Relance, ça veut dire quoi? Ça veut dire justement recréer de la richesse. Je rappelle que pour se désendetter, le meilleur antidote, ça reste la croissance économique. Donc il y a vraiment l'idée d'utiliser les prochaines années pour se désendetter massivement. Pas de nouveau plan de relance, et puis bien utiliser l'argent, donc peut-être des aides partielles par secteur, mais l'idée c'est quand même d'en sortir à un moment et de vraiment profiter de ce gain de croissance. Alors vous venez de parler justement du plan de relance de l'Union européenne, mais il y a également les États-Unis qui ont annoncé un plan de relance. On en est où, Anna? Oui, tout à fait. Le plan de relance, vous l'avez dit, Next Generation EU, adopté il y a un an, prévoyait 750 milliards d'euros d'aide à destination des 27 pays de l'Union européenne pour stimuler la croissance. D'ailleurs, les premiers versements sont attendus pour cet été. Mais attention, il s'agit d'un prêt. Chaque pays, et la France par exemple, devra rembourser cet argent à Bruxelles à partir de 2028. Outre-Atlantique, le titanesque plan de relance de 1900 milliards de dollars adopté en mars touche à sa fin. Les aides aux entreprises se tarissent progressivement. Le président des États-Unis, Joe Biden, cherche dorénavant à faire adopter un nouveau plan d'investissement massif dans les infrastructures et les dépenses sociales de 1200 milliards de dollars. Mais pour l'instant, le vote a été repoussé par les Républicains. Donc ces plans de relance vertigineux devaient accompagner et booster la croissance économique. Mais si elle est retardée du fait de la situation sanitaire, Dominique Seux, faut-il reporter ces plans de relance ? Alors, les plans de relance, non, il ne faut pas les reporter. En revanche, il faut probablement adjoindre des plans d'investissement. Parce qu'on voit bien que le problème européen, c'est que si on se pose une question toute simple, qu'avons-nous... la différence entre expliquer aux spectateurs la relance et l'investissement? Le plan de relance, c'est pour soutenir l'activité et la faire lui mettre des béquilles. On met des béquilles à l'activité, y compris la consommation, quand ça ne va pas très bien. Voilà, c'est la consommation, aider les entreprises. L'investissement, c'est dire, attendez, si on se projette à 10-20 ans, est-ce qu'on est sur les bons créneaux? Et chacun peut faire une réflexion toute simple, c'est qu'est-ce que l'Europe a apporté au monde pendant cette pandémie? Tous les systèmes de visioconférence, etc., c'était américain. Les vaccins, il y a un vaccin allemand, mais il est germano-américain, les autres sont américains. La production de masques a été en Chine, et au fond, qu'est-ce que l'Europe, la France, etc., a apporté au monde? Pas grand monde. Et donc tout le monde se dit, il y a quand même un souci. Est-ce que nous sommes dans les bons créneaux? Est-ce que nous avons les produits nécessaires? Alors on parle évidemment des semi-conducteurs, on parle de l'hydrogène, on peut parler d'une partie du nucléaire, des énergies renouvelables. Et c'est maintenant qu'il faut les décider. C'est la raison pour laquelle le gouvernement est en train de mettre sur pied un plan de 20 à 30 milliards consacré à l'investissement exclusivement. Oui, voilà, mais ça c'est national. Ce qu'il faudrait éventuellement, c'est quelque chose d'européen. Alors, il faudrait quelque chose d'européen, sauf que, comme ça vient d'être dit, les Allemands commencent à dire, attendez, vous êtes bien gentils, on a fait un plan de 750 milliards, mais on ne va pas le faire 2 fois, 3 fois, 4 fois.
Et Armin Laschet, qui est le candidat de la CDU, des chrétiens démocrates, qui avait en tout cas jusqu'aux inondations la possibilité de gagner les élections, a fait 3 interviews de suite pour dire écoutez, les amis français, merci, mais on va d'abord se mettre autour de table et on en reparlera. on va en reparler. Juste pour terminer, et rapidement, c'est une question un peu compliquée toujours, la dernière, Xavier Jaravel. Là, c'est très bien, cet investissement, c'est de l'argent public, donc la dette derrière. Donc, est-ce qu'on va la payer au final ? Bah oui, mais tout à fait. Et pour abonder dans le sens de Dominique Seux, c'est vraiment le moment pour investir, pour préparer l'avenir. Et il y a notamment les grands projets que mentionnait Dominique Seux, mais il y a aussi des questions d'investissement dans l'éducation qui sont sur les rails. Et tout ça, à terme, ça crée de la croissance. Et donc, ça permet de rendre la dette plus soutenable, parce que le ratio de dette sur PIB faiblit. Et donc, c'est ça la logique, c'est de trouver le bon équilibre entre, d'un côté, maîtriser les dépenses publiques, mais aussi, de l'autre, renforcer la croissance. Et on va être dans une phase qui, effectivement, qui est comme ceci pendant assez longtemps. Jusqu'en 2025, on va avoir des plans de relance qui viennent de l'Union européenne ou les nôtres. Et donc, il faudra savoir investir judicieusement cet argent. J'imagine qu'on en parlera beaucoup pour la campagne présidentielle. En tout cas, merci beaucoup à vous trois d'être passés ce soir par 28 minutes. Dans un instant, eh bien, nous retrouverons Paola Poirari et Victor Dequiver qui viendront nous parler de Philip Morris qui en est sûr. L'avenir sera, figurez-vous, à la cigarette propre. Et oui, c'est étonnant. Au menu aussi, la mer, l'élément liquide et salé dont de nombreux artistes se sont emparés. Mais avant ça, retrouvons Mathieu Conquet. Chaque jour, il se transforme en télescope Hubble sur pattes pour voir au fin fond d'un tube musical. Aujourd'hui, une chanson bien connue qui nous montre qu'une rupture amoureuse peut aussi se siffloter quand elle prend des accents pop. À la loupe, Serge Gainsbourg, Initial Baby. À la loupe, aujourd'hui, une chanson chargée de larmes et de lettres, Initials BB. En 1968, Serge Gainsbourg publie un album de collaboration avec la plus grande star féminine de l'époque, Brigitte Bardot. Un disque pop aux accents rock ambitieux qui rompt avec les codes du jazz jusqu'ici employés chez Gainsbourg. On y retrouve des chansons bien connues telles que Ford Mustang, on se fait des langues en Ford Mustang et bang, ou encore Comic Strip. Viens petite fille dans mon comic strip. Entre Gainsbourg et Bardot, la collaboration artistique se double d'une histoire d'amour réelle. Mais la chanson-titre qui ouvre le disque est composée après la séparation du couple. Dans le chagrin de la rupture, Serge Gainsbourg écrit une déclaration d'amour pleine de clins d'œil personnels. Elle avança et prononça un petit mot. Almeria. Pour cette lettre d'adieu en chanson, Serge Gainsbourg emprunte ses premiers mots à l'un de ses auteurs favoris. Ainsi, le poème 32 des Fleurs du Mal de Baudelaire, « Une nuit que j'étais près d'une affreuse juive », devient ici « Une nuit que j'étais à me morfondre dans quelques pubs anglais du cœur de Londres. Une nuit que j'étais à me morfondre dans quelques pubs anglais du cœur de Londres. » Côté musique, afin de décrire la femme nouvelle qu'incarne Brigitte Bardot dans son époque, Gainsbourg emprunte à une composition célèbre du répertoire romantique, la Symphonie du Nouveau Monde. Une œuvre chargée, elle aussi, de nostalgie. En effet, son compositeur, le tchèque Anton Dvořák, l'a composé peu de temps après son arrivée en Amérique pour évoquer son pays natal, la Bohème. Quelques années plus tard, certains souligneront que Serge Gainsbourg s'était sans doute inspiré d'une autre chanson parue un an plus tôt en Irlande, appuyée des mêmes violons nostalgiques. Moralité, en musique comme ailleurs, le Nouveau Monde ressemble souvent à l'ancien. C'est vrai, mais le Nouveau Monde, il est aussi ici, autour de cette table avec vous. Paola Poirari, Victor Dequiver, bonsoir. Bonsoir Jean-Mathieu. Bonsoir. Alors Paola, on commence avec vous et ce soir, vous nous relayez une annonce assez surprenante, parce que le patron de Philip Morris, qui est quand même le leader du marché, sur le marché du tabac, va cesser progressivement de vendre des cigarettes. Oui, c'est le plus grand cigarettier de la planète et il milite pour la fin de la cigarette et il ajoute même
Le plus tôt sera le mieux. Dans 10 ans, fini donc les Marlboro, les Chesterfield. Le PDG Jacek Olczak conseille même aux États d'interdire leur vente avec sa fondation qui s'appelle Un monde sans fumée, créée en 2017. Il veut éradiquer le tabagisme avant le passage d'une génération. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle, non? Je vous sens un peu méfiant. Philip Morris comme le nouveau héros de la santé publique. C'est vrai que ça sonne un peu faux car depuis le début de son histoire, la marque fait tout pour vendre un produit qu'elle sait cancérigène et hautement addictif. Alors tout, ça veut dire payer des stars d'Hollywood pour glamouriser son image, le vendre aussi comme un coupe-faim et même faire de la cigarette un booster de confiance en soi. Regardez cette publicité des années 40. Croyez en vous grâce à la cigarette. Bien sûr. Et l'incarnation de tous ces mensonges, eh bien c'est lui, le fameux cow-boy solitaire de la pub Marlboro. Cet homme que vous voyez là est mort d'un cancer du poumon. Et il n'est pas le seul, car selon l'Organisation mondiale de la santé, le tabac aurait fait 100 millions de morts dans le monde au XXe siècle. Alors aujourd'hui, quel crédit donner à Philip Morris, car si le numéro 1 du tabac décide de convertir les fumeurs, ce n'est pas pour notre santé, c'est pour la sienne, car l'année dernière, les ventes de cigarettes ont baissé de 2,5% au niveau mondial. Le roi du tabac n'a pas le choix, il doit absolument se réinventer s'il ne veut pas subir le syndrome Kodak. Souvenez-vous comment le maître des appareils photo avait été balayé par le numérique. Philip Morris doit donc innover et le futur de la cigarette, c'est le heat, le tabac à chauffer, une genre de vaporette améliorée, jetable, un mécanisme qui évite la combustion et donc, soi-disant, bien moins nocif. On vend désormais un tabac propre, sans goudron, mais on oublie de dire qu'il y a encore de la nicotine et que la nicotine, c'est un produit toxique. Bref, l'enfumage continue. Après avoir commercialisé un poison, Philip Morris vient aussi d'investir dans son antidote, des inhalateurs pour soigner les maladies liées au tabagisme. C'est le bal des hypocrites, là. Alors, comment est-ce qu'on peut échapper concrètement au lobby du tabac? Eh bien, vous vous souvenez peut-être, l'année dernière, au début de la pandémie, il y avait eu une drôle d'annonce, une étude qui disait que fumer protégerait du coronavirus. Oui. Alors, les fumeurs s'étaient réjouis, enfin une annonce décomplexante. Eh bien, aujourd'hui, cette étude est décriée. Elle aurait été financée par des cigarettiers. Encore un écran de fumée. C'est bizarre quand même. Merci beaucoup, Paola. Alors avec vous, Victor, ça sera un peu plus poétique, puisqu'on enlève la cigarette et on part au bord de la mer. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs. La mer qu'on peut aussi voir dans une fontaine après avoir bu et dansé. Souvenez-vous de Marcello et d'Anita dans la célèbre fontaine de Trévise. Ils profitent d'un bain de minuit, robe de soirée, flirt. C'est la Dolce Vita, le film de Fellini. Le tout sous le regard bienveillant, regardez, du dieu de la mer, Neptune, qui conduit un char sous forme de coquillage traîné par 2 chevaux marins. Et oui, les profondeurs de la nuit sont parfois insoupçonnées. Et il ne faut jamais dire fontaine, Jean-Mathieu, car ce n'est pas l'homme qui prend la mer, mais la mer qui prend l'homme. Il suffit parfois d'une tempête pour réduire à néant une frégate française. Le 2 juillet 1816, après le naufrage de leur bateau, 150 marins vont s'entasser sur le radeau de la Méduse, peint ici par Géricault et exposé au Louvre. Bagarre, mutinerie, cannibalisme. 13 jours plus tard, il n'en restera aucun. L'océan est souvent le synonyme des faces les plus sombres de nous-mêmes. Pulsion, refoulement, de l'inconscience des marins à l'inconscient freudien. Il n'y a qu'un pas, et ce n'est pas la petite sirène qui va me contredire. Elle est prête à tout pour quitter les abysses et rejoindre la surface. On ne va nulle part en battant des nageoires, dit-elle dans la chanson. Il faut des jambes pour sauter et danser. Peut-être, Ariel, mais fallait-il troquer la plus belle voix de l'océan contre une paire de jambes? Je n'en suis pas sûr. C'est pas si terrible, l'océan. Après tout, c'est une question de point de vue. Renversons un peu les choses. Et si la profondeur des océans n'était rien d'autre que la surface du dessous? Et si ça se trouve, c'est nous qui vivons engloutis sur Terre. Regardez cette baleine de l'artiste Bianca Bondi, exposée actuellement à la Fondation Carmignac de Porquerolles. Est-elle en train de s'échouer? Est-elle en train de léviter? De quel côté de la surface est-elle? Du bon ou du mauvais? Y a-t-il seulement un bon côté? Et oui, la mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets changeants. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. À la mer, des reflets changeants sous la pluie. Voilà,
Est-ce qu'on a fait mieux depuis? C'est votre musique, en tout cas. Mais oui, mais complètement, Victor, vous avez raison. En tout cas, merci, mes amis. Hein, voilà, c'était formidable. À suivre sur Arte, eh bien, Dilili à Paris, un film d'animation avec une enfant qui mène l'enquête après des disparitions mystérieuses de fillettes dans le Paris de la Belle Époque. C'est un conte signé Michel Oslo, enchanteur et magique, qui a reçu un César d'ailleurs en 2019 pour ce film. Et nous, on se quitte en musique avec un clin d'œil à votre chronique, Victor. Hein, La mer, c'est aussi les îles. Ce sont des amis de Charles Trenet. On y file direct avec Weezer, Island in the Sun. Nous, on se retrouve demain, 20h05. Tchuss.